se retrouve pour le 19e chapitre du livre Le voleur de foudre. Et c'est parti. 19. Nous découvrons la vérité, plus ou moins. Imaginez la plus grande foule que vous ayez jamais vue à un concert ou un terrain de football bourré de supporters. Maintenant, imaginez un champ qui soit 1 million de fois plus grand, plein de monde, et imaginez qu'il y ait une panne d'électricité et pas un bruit, pas une lumière, pas un ballon de plage qui rebondisse au-dessus des têtes. Il vient de se passer quelque chose de tragique en coulisses. D'immenses groupes de gens circulent entre les ombres en murmurant, attendant un concert qui ne commencera jamais. Si vous arrivez à vous représenter cette scène, vous aurez une assez bonne idée de ce à quoi ressemblaient les champs d'asphodèle. L'herbe noire avait été piétinée par des éternités de pieds morts. Un vent moite et tiède soufflait tel les effluves d'un marais. Des arbres noirs. Grover m'a dit que c'était des peupliers, poussés en bosquets çà et là. La voûte de la caverne était si haute au-dessus de nos têtes qu'il aurait pu s'agir d'une masse de nuages d'orage. Sans les stalactites, qui luisaient d'un éclat gris pâle et paraissaient méchamment pointues, j'essayais de ne pas penser qu'elles pouvaient nous tomber dessus à tout moment. Mais les champs étaient hérissés de plusieurs stalactites qui s'étaient décrochées et plantées dans l'herbe noire. Je suppose que les morts n'avaient pas à se préoccuper de risques mineurs, comme se faire écraser par une stalactite de la taille d'une fusée d'appoint. Annabeth, Grover et moi nous efforcions de nous fondre dans la foule tout en guettant les spectres de sécurité. Je ne pouvais pas m'empêcher de chercher des visages connus parmi les esprits d'asphodèle, mais les morts sont difficiles à regarder. Leurs visages scintillent. Ils ont tous l'air un peu en colère ou déconcertés. Ils s'approchent de toi et te parlent, mais leur voix ressemble à un gazouillis de chauve-souris. Une fois qu'ils se rendent compte qu'on ne les comprend pas, ils font la grimace et s'éloignent. Les morts ne font pas peur, ils sont tristes, c'est tout. Nous avancions lentement, suivant la queue des nouveaux venus qui s'étirait, en serpentant entre le portail d'entrée et un pavillon surmonté d'une tente noire, dont la bannière annonçait Jugement pour l'Élysée et la damnation éternelle. Bienvenue aux nouveaux défunts. Deux villes beaucoup plus petites ressortaient à l'arrière du pavillon. Sur la gauche, des esprits flanqués de spectres de sécurité étaient menés par un sentier rocailleux vers les champs du châtiment qui luisaient et fumaient au loin. Un immense désert, craquelé et miné, parcouru de rivières de lave et de kilomètres de barbelés, séparant les différents secteurs de torture. Même de loin, je voyais des gens pourchassés par des chiens des enfers, brûlés au bûcher, forcés à courir tout nus dans les jardins de cactus ou à écouter de la musique d'opéra. Je suis même parvenu à distinguer une colline minuscule avec la silhouette de fourmis de Sisyphe qui se démenait pour pousser ce rocher vers le sommet. J'ai vu de pires tortures également, des choses que je ne veux pas décrire. La queue qui sortait du côté droit du pavillon du jugement était nettement plus enviable. Elle menait à une petite vallée entourée de murs, une résidence protégée qui semblait constituer le seul endroit heureux des enfers. Derrière les grilles de sécurité se déployaient de magnifiques quartiers résidentiels de toutes les époques historiques, villas romaines, châteaux médiévaux, demeures victoriennes. Des fleurs d'or et d'argent fleurissaient sur les pelouses, l'herbe ondulait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'entendais des rires et je sentais des odeurs de barbecue. L'Élysée, au milieu de cette vallée, il y avait un lac bleu étincelant, parsemé de 3 petites îles, genre villégiature, de rêve aux Bahamas, les îles du Blest, pour les gens qui ont choisi de renaître 3 fois et qui 3 fois ont accédé à l'Élysée. J'ai tout de suite su que c'était là que je voulais aller quand je serais mort. Et oui, c'est ça l'idée, a dit Annabeth, comme si elle lisait dans mes pensées. C'est
le lieu réservé aux héros. Je me suis alors fait la réflexion qu'il y avait extrêmement peu de gens à l'Élysée, qu'ils étaient minuscules comparés à l'asphodèle ou même au champ du châtiment. Si peu de gens faisaient le bien de leur vivant, c'est déprimant. Nous avons dépassé le pavillon du jugement et nous nous sommes enfoncés plus avant dans l'asphodèle. Au loin se dressait un palais d'obsidienne noire et luisante. Trois créatures sombres aux silhouettes de chauves-souris voltaient au-dessus des parapets. Les furies, j'ai eu le sentiment qu'elles nous attendaient. Je suppose qu'il est trop tard pour faire demi-tour, a dit Grover avec une pointe de mélancolie. Ça va aller, t'inquiète, ai-je dit, d'un ton qui se voulait confiant. Peut-être qu'on devrait explorer d'autres secteurs d'abord, a repris Grover. L'Élysée par exemple. Voyons. Piqué, a dit Annabeth, en l'attrapant par le bras. Grover a clapi. Ses baskets ont brusquement sorti leurs ailes et ses jambes se sont élancées vers l'avant. L'arrachant à Annabeth, il est retombé à plat dos dans l'herbe. Grover a grondé. Annabeth, arrête de faire l'andouille. Mais je... Il a clapi de nouveau. Ses chaussures battaient follement des ailes. À présent, elles ont décollé du sol et commencé à l'entraîner loin de nous. Maya, a-t-il crié, mais le mot magique semblait avoir perdu son effet. Maya, j'ai dit au secours. Je me suis secoué de ma stupéfaction et j'ai voulu attraper la main de Grover, mais il était trop tard. Il gagnait en vitesse et glissait le long la pente comme un bobsleigh. Nous nous sommes mis à courir derrière lui. Défait et lassé, lui a crié Annabeth. En soi, c'était une bonne idée, mais sans doute pas très facile à réaliser quand vos chaussures vous emportent à fond de train dans une pente. Grover a essayé de se redresser, mais il n'arrivait pas à atteindre ses lacets. Il fonçait entre les jambes des esprits qui chuchotaient des remarques agacées à son passage, et nous lui courions après en essayant de ne pas le perdre de vue. J'étais persuadé que Grover allait franchir en trombe le portail d'entrée du palais d'Hadès, mais ses chaussures ont soudain obliqué abruptement vers la droite et l'ont emmené dans la direction opposée. La pente s'est accentuée. Grover a pris de la vitesse. Annabeth et moi devions courir de toutes nos forces pour ne pas nous faire distancer. Les murs de la caverne se sont resserrés et j'ai compris que nous étions entrés dans une sorte de tunnel latéral. Plus d'herbe noire ni d'arbres, ici rien que de la pierre, sous les pieds et la lueur diffuse des stalactites au-dessus de nous. Grover, je hurlai d'une voix qui a résonné fort dans le boyau. Accroche-toi à quelque chose. À quoi a-t-il crié à son tour? Il a grippé des graviers, mais ses mains ne trouvaient rien d'assez lourd pour le ralentir. Il faisait de plus en plus sombre et froid dans le tunnel. Les poils de mes bras se sont hérissés. Ça sentait le mal ici. Des horreurs dont je n'aurais même pas dû avoir connaissance surgissaient dans mon esprit. Du sang répandu sur un autel de pierre antique, la laine fétide d'un meurtrier. Soudain, j'ai vu que ce qui se trouvait plus loin devant nous, et j'ai pilé net. Le tunnel débouchait sur une vaste caverne sombre, au milieu de laquelle s'ouvrait un gouffre, grand comme un pâté de maison. Grover glissait vers le bord du gouffre. Grouille Percy, hurlait Annabeth en me prenant par le poignet. Mais c'est, je sais, a-t-elle crié, l'endroit que tu as vu dans ton rêve. Mais Grover va tomber dedans si nous ne le rattrapons pas. Elle avait raison, bien sûr, et la pensée du sort qui menaçait Grover. Je suis reparti de plus belle. Il hurlait, essayait de se retenir au sol, mais les baskets ailées l'entraînaient inexorablement vers l'abîme et nous semblions mal partis pour le rattraper à temps. Ce qui l'a sauvé, ce furent ses sabots. Les baskets volantes avaient toujours été mal ajustées à ses pieds, et pour finir, Grover a heurté une grosse pierre et la basket gauche s'est détachée en voltigeant. Elle a fusé dans le noir et disparu dans le gouffre. La chaussure droite tirait toujours. Grover, mais moins vite, il a pu se ralentir en s'agrippant à la grosse pierre comme à une ancre. Il n'était plus qu'à 3 mètres du bord quand nous l'avons
enfin rattrapée et hissée vers le haut de la pente. L'autre chaussure s'est détachée à son tour, et elle a volté en cercle au-dessus de nos têtes en nous assénant quelques coups furieux avant de piquer vers les profondeurs de l'abîme rejoindre sa sœur. Nous nous sommes effondrés à bout de force sur les graviers d'obsidienne. J'avais l'impression d'avoir les bras et les jambes en plomb. Même mon sac à dos paraissait plus lourd, comme si quelqu'un l'avait subrepticement rempli de pierres. Grover était écorché de partout, ses mains saignaient, ses yeux s'étaient réduits à 2 fentes obliques, comme ceux des chèvres lorsqu'elles sont terrifiées. Je ne sais pas comment, a-t-il dit d'une voix haletante. Je n'ai pas. Attends, ai-je interrompu. Écoutez. J'entendais quelque chose, comme un murmure grave, dans l'obscurité. Au bout de quelques secondes, Annabeth a dit « Percy, cet endroit. » Chut. Je me suis levé, le son enflé. C'était un grommelement, une voix maléfique qui sortait des lointaines, très lointaines profondeurs, qui montait de l'abîme. Grover s'est redressé. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Annabeth l'entendait elle aussi. À présent, je le lisais dans ses yeux. Le Tartare, c'est l'entrée du Tartare. J'étais capuchonné, Anaglumos. L'épée de bronze s'est déployée à lui dans l'obscurité, et la voix maléfique apparut se briser, ne serait-ce qu'un instant avant de reprendre sa mélopée. Je pouvais presque distinguer des mots, à présent, des mots anciens, très anciens, plus vieux même que le grec, comme si c'est de la magie, et je dis, nous devons partir d'ici, a dit Annabeth. À nous deux, nous avons aidé Grover à se remettre sur ses sabots, et nous nous sommes tous engagés dans le tunnel. Mes jambes me refusaient d'avancer aussi vite que je leur dictais. Le poids de mon sac à dos me ralentissait. Derrière nous, la voix devenait plus forte et plus rageuse, et nous nous sommes mis à courir, les témoins une. Un souffle de vent froid nous attirait dans le dos, comme si le gouffre tout entier inspirait. Pendant quelques terrifiantes secondes, j'ai perdu pied et j'ai dérapé sur le gravier. Si nous avions été plus près du gouffre, nous aurions été aspirés. Péniblement, nous avons continué d'avancer et nous sommes enfin arrivés à l'orée du boyau, là où la caverne s'élargit et rejoint les champs d'asphodèle. Le vent est tombé, un mugissement outragé a résonné dans les profondeurs du tunnel. Quelque chose n'était pas content que nous nous en soyons tirés. Qu'est-ce que c'était? A demandé Grover, une fois que nous fûmes écroulés dans la relative sécurité d'un bosquet de peupliers noirs et des joujoux d'Hadès. Un des joujoux d'Hadès. Annabeth et moi avons échangé un regard. Je voyais qu'elle avait une idée en tête. Sans doute celle qui lui était venue pendant le trajet en taxi, mais elle avait trop peur pour nous en faire part. Cela suffisait à me terrifier. J'ai recapuchonné mon épée et glissé le stylo-bille dans ma poche. Remettons-nous en route. Je me suis tourné vers Grover. Tu peux marcher? Oui, bien sûr, a-t-il répondu en ravalant sa salive. De toute façon, je n'ai jamais aimé ces chaussures. Il essayait de se montrer courageux, mais il tremblait aussi fort qu'Annabeth et moi. La seule chose qui se trouvait dans ce gouffre, quel qu'il soit, n'était le joujou de personne. C'était quelque chose de terriblement vieux et puissant. Même Echidna ne m'avait pas fait cet effet-là. J'ai presque éprouvé du soulagement quand nous avons tourné le dos au tunnel pour nous diriger vers le palais d'Hadès. Presque. Les furies décrivaient des cercles au-dessus des parapets, voltant haut dans l'obscurité lugubre. Les murs d'enceinte de la forteresse luisaient un éclat noir, et les portes de bronze, aux 2 étages, étaient grandes ouvertes. De près, j'ai vu que les gravures ornant les panneaux de bronze représentaient des scènes de mort. Certaines évoquaient les temps modernes, une bombe atomique explosant au-dessus d'une ville, une tranchée pleine de soldats portant des masques à gaz, une ville d'Africains victimes d'une famille faisant la queue, un bol vide à la main, mais d'autres semblaient avoir été tracés dans le bronze depuis des millénaires. Je me suis demandé si j'avais devant les yeux des prophéties
qui s'était réalisé. La cour du palais abritait le jardin le plus bizarre que j'ai jamais vu. Des champignons multicolores, des buissons vénéneux et d'étranges plantes luminescentes poussaient sous son soleil. Des pierres précieuses compensaient l'absence de fleurs. Des amoncellements de rubis gros comme le poing, des grappes de diamants étincelants, çà et là, tels des invités fichés sur place. Se dressaient des statues de jardin de gémétus, enfants, satyres et centaures pétrifiés au sourire grotesque. Au centre du jardin se trouvait un verger planté de grenadiers, dont les fleurs oranges brillaient comme des néons dans le noir. Le jardin de Perséphone, a dit Annabeth. Pressez le pas, j'ai compris pourquoi elle voulait que nous passions notre chemin. L'odeur acidulée de ces grenades était presque irrésistible. J'ai ressenti le désir soudain d'en manger, mais je me suis souvenu de l'histoire de Perséphone. Une bouchée de nourriture des enfers, et nous ne pourrions plus jamais repartir. J'ai tiré Grover par le bras, pour l'empêcher de cueillir une belle grenade bien mûre. Nous avons gravi les marches du palais, flanqués de colonnes noires de part et d'autre, avant de traverser un portique de marbre noir et de pénétrer dans la demeure d'Hadès. Le sol du vestibule était en bronze poli qui semblait en fusion sous les reflets des torches. Il n'y avait pas de plafond, rien que la voûte de la caverne. Tout en haut, je suppose qu'il n'y avait pas à s'inquiéter de la pluie dans ces profondeurs. Toutes les portes latérales étaient gardées par des squelettes en tenue militaire. Certains portaient des armures grecques, d'autres des uniformes de soldats anglais du XVIIIe siècle, certains encore des gilets de camouflage avec des drapeaux américains. En lambeaux sur les épaules, il était armé de lances, de mousquets ou de M16. Aucun d'eux ne nous a cherché querelle, mais leurs orbites vides nous ont suivis pendant que nous traversions le vestibule pour rejoindre les grandes doubles portes du fond. Deux squelettes de marines américains gardaient ces portes. Ils nous ont souri. Le lance-grenade autopropulsé serré contre la cage thoracique. Vous savez quoi, a bougonné Grover. Je parie qu'Hadès ne se fait pas embêter par les démarcheurs. Mon sac à dos pesait une tonne à présent. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'avais envie de l'ouvrir, de vérifier que je n'y avais pas fourré une boule de bowling par mégarde. Mais ce n'était pas le moment. À votre avis, les gars, ai-je dit, est-ce qu'on devrait frapper? Un souffle de vent chaud a traversé le hall et les portes sont ouvertes. Les gardes sont écartés. Je suppose que ça veut dire entrer, a dit Annabeth. La salle qui se trouvait derrière les portes était exactement semblable à celle de mon rêve, à cette différence près que là, le trône d'Hadès était occupé. C'était le troisième dieu que je rencontrais, mais le premier qui me fasse vraiment l'effet d'être un dieu. Il mesurait au moins 3 mètres de haut, pour commencer, et il portait une longue toge en soie noire et une couronne d'or tressé. Il avait la peau d'une blancheur albinos et des cheveux noirs de jet qui lui tombaient aux épaules. Il n'était pas baraqué comme Arès, mais il irradiait la puissance. Affalé sur son trône d'os humain, il avait la souplesse, la grâce et l'éclat dangereux d'une panthère. J'ai tout de suite senti que c'était lui qui devait donner les ordres. Il en savait bien plus que moi. Il devait être mon maître. Puis, je me suis intimé de réagir et de me secouer. L'aura d'Hadès m'affectait, tout comme l'avait fait celle d'Arès. Le seigneur de mort me rappelait des photos des grands dictateurs et criminels de guerre. Hadès avait les mêmes yeux passionnés, le même charisme maléfique et fascinant. Tu es courageux de venir ici, fils de Poséidon, m'a-t-il dit d'une voix onctueuse. Très courageux en vérité, après ce que tu m'as fait, à moins que tu ne sois simplement très idiot. Une torpeur s'emparait de mes membres, m'incitant à m'allonger et à faire une petite sieste au pied d'Hadès, me rouler en boule par terre et dormir pour toujours. J'ai résisté à cette
savais ce que j'avais à dire. Seigneur et oncle, je viens avec 2 requêtes. Hadès a levé un sourcil lorsqu'il s'est avancé dans son trône. Des visages sombres sont apparus dans les plis de ses robes noires. Des visages tourmentés, comme si le vêtement était fait d'âmes prisonnières arrachées au champ du châtiment et cousues entre elles, qui essayaient de se libérer. Hyperactif en moi s'est demandé si le reste de ses vêtements étaient fabriqués de la même manière. Quelle horreur faut-il avoir commise dans sa vie pour finir cousu dans le slip d'Hadès? Rien que 2 requêtes, a dit Hadès, petit arrogant, comme si tu n'avais pas déjà assez pris de choses comme ça. Vas-y, parle, ça m'amuse de ne pas te terrasser tout de suite. J'ai ravalé ma salive. Ça se passait à peu près aussi bien que je l'avais redouté. J'ai jeté un coup d'œil à un trône vide, un peu plus petit, voisin de celui d'Hadès. Il avait la forme d'une fleur noire dorée alors. Si seulement la reine Perséphone était là. Je me souvenais d'avoir appris dans les légendes qu'elle savait calmer les colères de son mari. Mais c'était l'été. Perséphone était à la surface, bien sûr, dans le monde de la lumière, avec sa mère Déméter, la déesse de la terre. C'était ces visites qui créaient la saison et non l'inclinaison de la planète. Annabeth s'est raclé la gorge. Elle m'a poussé du doigt dans le dos. Seigneur Hadès, je dis, écoutez Seigneur, ce n'est pas possible qu'il y ait une guerre entre les dieux. Ce serait catastrophique, vraiment catastrophique, a renchéri Grover. Rendez-moi l'éclair primitif de Zeus, je dis, s'il vous plaît. Seigneur, laissez-moi le rapporter à l'Olympe. Une lueur dangereuse a brillé dans les yeux d'Hadès. Tu oses me tenir de ce mensonge, après ce que tu as fait. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis. Ils avaient l'air aussi déconcertés que moi. Oncle, je dis, vous n'arrêtez pas de dire, après ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Un tremblement si fort a secoué la salle du trône, qu'on l'a sûrement senti à la surface. À Los Angeles, des débris sont tombés de la voûte de la caverne. Des portes se sont ouvertes le long des murs, et des guerriers squelettes ont déferlé par centaines de toutes les époques. De toutes les époques et toutes les nations de la civilisation occidentale. Ils se sont déployés sur tout le périmètre de la salle en barrant les issues. Crois-tu que je souhaite la guerre, graine de Dieu, a donné Hadès? J'avais envie de dire, ben ces types n'ont pas l'air de militants pacifistes. Mais j'ai craint que ce ne soit une réponse dangereuse. Vous êtes le seigneur des morts, ai-je dit avec prudence. Une guerre développerait votre royaume, non? C'est bien le genre de choses que racontent mes frères. Crois-tu que j'ai besoin de davantage de sujets? Tu n'as pas vu l'étendue de l'asphodèle? Ben, as-tu la moindre idée de la croissance qu'a connue mon royaume, ne serait-ce qu'au courant du siècle dernier, de toutes les nouvelles sous-divisions que j'ai dû ouvrir? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Hadès était parti sur sa lancée. Toujours plus de spectres de sécurité, a-t-il gémi, des embouteillages au pavillon du jugement, 2 fois plus d'heures supplémentaires pour le personnel. J'étais un dieu riche autrefois. Percy Jackson, c'est moi qui contrôle tous les gisements de métaux précieux. Mais j'ai de ces frais. Caron veut une augmentation, et je lâchais à brûle-pourpoint. Par association d'idées, j'ai immédiatement regretté d'avoir laissé cette occasion de me taire. Ne me parle pas de Caron, a hurlé Hadès. Il est infernal. Depuis qu'il a découvert les costumes italiens, des problèmes dans tous les sens. Et je dois tous les résoudre moi-même. Je dois tous les résoudre moi-même. Le temps qu'il faut pour du palais aux portes, rien que ça me rend dingue. Il est mort n'arrête pas d'arriver. Non, reine de Dieu, je n'ai pas besoin d'aide pour récupérer des sujets. Je n'ai pas voulu de cette guerre. Mais vous avez pris l'éclair primitif de Zeus. Mensonge. De nouveau grondement d'Hadès.
garçon, mais moi, je ne suis pas un imbécile. Je vois clair dans son jeu. Son jeu. C'était toi le voleur, le jour du solstice d'hiver, a-t-il dit. Ton père s'imaginait que tu resterais son petit secret. Il t'a expliqué comment t'introduire dans la salle du trône de l'Olympe. Tu as pris mon casque en plus de l'éclair. Si je n'avais pas envoyé ma furie te débusquer à l'Institut Yancy, Poséidon serait peut-être arrivé à cacher ses machinations guerrières, mais à présent, tu as été obligé de te montrer au grand jour. Tu vas être démasqué comme le voleur de Poséidon. Et moi, je vais récupérer mon casque. Mais Annabeth a pris la parole. Je voyais que son cerveau carburait à 1000 à l'heure. Seigneur Hadès, votre casque d'invisibilité a disparu également. Ne fais pas l'innocence avec moi, gamine. Le satyre et toi, vous êtes ce héros qui vient ici me menacer au nom de Poséidon, sans doute, et qui veut me poser un ultimatum. Poséidon s'imagine-t-il qu'il peut m'obliger à le soutenir en me faisant du chantage? Non, ai-je dit. Poséidon n'a pas. Je n'ai pas parlé de la disparition du casque, a repris hargneusement Hadès, parce que je ne me fais pas d'illusions. Je sais bien que personne à l'Olympe ne m'apporterait le moindre secours, la moindre justice. Je ne peux pas me permettre de laisser courir la rumeur comme une arme de terreur. La plus puissante a disparu. Alors je me suis mis à la recherche moi-même, et quand il s'avérait clairement que tu venais me trouver pour m'apporter ta menace, je n'ai pas essayé de t'arrêter. Vous n'avez pas essayé de nous arrêter, mais rends-moi mon casque maintenant, ou j'arrêterai la mort à menacer Hadès. Telle est ma contre-proposition. J'ouvrirai la terre, et je laisserai les morts se déverser dans le monde. Je transformerai vos pays en cauchemars. Quant à toi, Percy Jackson, c'est ton squelette qui quittera mon armée hors des enfers. Les soldats squelettes se sont tous avancés d'un pas en pointant leurs armes. Là, j'aurais sans doute dû être terrifié. Or, bizarrement, j'étais offensé. Rien ne me met plus en colère que d'être accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Cela m'est arrivé très souvent. Vous ne valez pas mieux que Zeus, ai-je dit. Vous croyez que je vous ai volé. C'est pour cela que vous avez lancé les furies à mes trousses. Bien sûr, a répondu Hadès. Et les autres monstres? Je n'ai rien à voir avec eux, a dit Hadès, avec Arctus. Je ne voulais pas de mort rapide pour toi. Je voulais que tu me sois amené vivant pour te faire subir toutes les tortures des champs du châtiment. Pourquoi crois-tu que je vous ai laissé entrer si facilement dans mon royaume? Facilement? Rends-moi mon bien. Mais je n'ai pas votre casque. Je suis venu chercher l'éclair primitif que tu détiens déjà, a hurlé Hadès. Tu es venu ici avec petit imbécile en t'imaginant que tu pourrais me menacer. C'est faux. Ouvre ton sac à dos alors. Un horrible pressentiment s'est emparé de moi. La lourdeur de mon sac à dos, comme une boule de bowling, se pourrait-il? J'ai fait glisser le sac de mon épaule et j'ai ouvert la fermeture éclair. À l'intérieur se trouvait un cylindre en métal long de 60 cm, pointu aux deux extrémités qui vibraient d'énergie. Percy, a dit Annabeth. Comment? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous autres, les héros, vous êtes tous pareils, a dit Hadès. Votre orgueil vous rend idiot d'imaginer que tu peux te présenter devant moi avec cette arme. Je n'ai pas demandé l'éclair primitif de Zeus, mais puisqu'il est là, tu vas me le céder. Je suis sûr qu'il me sera très utile pour les négociations. Et maintenant, mon casque, où est-il? Je suis resté muet. Je n'avais pas le casque. J'ignorais complètement comment l'éclair primitif s'était retrouvé dans mon sac à dos. Je voulais croire qu'Hadès me jouait un tour quelconque. Hadès était le méchant, mais soudain, la donne avait changé. Je prenais conscience que j'avais été manipulé. Quelqu'un d'autre avait dressé Zeus, Poséidon et Hadès l'un contre l'autre. L'éclair primitif était dans le sac à dos, et le sac à dos m'avait été donné par Seigneur Hadès. Attendez, ai-je dit. Tout ceci est une erreur. Une erreur, a rugi Hadès.
perchées sur le dossier de leur maître. Celle qui avait le visage de Madame Dodds m'a souri avec impatience et elle a fait claquer son fouet. Il n'y a aucune erreur à Diadès. Je sais pourquoi tu es venu. Je connais la véritable raison qui t'a poussé à m'apporter l'éclair. Tu es venu pour marchander sa libération à elle. Hadès a fait rouler une boule de feu dorée du creux de sa main. Elle a explosé sur les marches devant moi. Il l'a figée dans une pluie d'or exactement comme lorsque le Minotaure avait commencé à l'étrangler. Se tenait ma mère. Je n'ai pas pu émettre un son. J'ai tendu la main pour la toucher, mais la lumière brûlait comme des flammes vives. Oui, a dit Hadès avec satisfaction. Je l'ai prise. Je savais, Percy Jackson, que tôt ou tard, tu viendrais pour essayer de négocier sa libération avec moi. Rends-moi mon casque, et je la laisserai peut-être partir. Elle n'est pas morte, tu sais, pas encore. Mais si tu me contraries, ça pourrait changer. Je me suis souvenu des perles que j'avais dans ma poche. Peut-être pouvait-elle me tirer d'affaire, si seulement je pouvais libérer maman. Ah, les perles, dit Hadès. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Oui, mon frère et ses petites astuces. Montre-les-moi, Percy Jackson. Ma main a bougé contre mon gré et a sorti les perles de ma poche. Il n'y en a que 3, dit Hadès. Quel dommage. Tu es conscient, bien sûr, que chaque perle ne protège qu'une seule personne. Essaie donc de prendre ta mère, petite graine de Dieu, et lequel de tes amis vas-tu m'abandonner pour l'éternité? Vas-y, choisis, ou donne-moi ton sac à dos et accepte mes conditions. J'ai regardé Annabeth et Grover. Tous deux avaient le visage grave. On s'est fait piéger, leur ai-je dit, manipulé. Oui, mais pourquoi? A demandé Annabeth, et la voix dans le gouffre. Je l'ignore encore, ai-je dit, mais je compte bien poser la question. Décide-toi, petit, cria Hadès. Percy. Grover a mis la main sur mon épaule. Tu ne peux pas lui donner l'éclair. Je le sais. Laisse-moi ici. Sers-toi de la 3e perle pour ma mère. Non. Je suis un satyre, dit Grover. Nous n'avons pas d'âme comme les humains. Il peut me torturer jusqu'à la mort, mais il ne mourra pas pour l'éternité. Je me réincarnerai juste en fleur, ou je ne sais quoi. C'est la meilleure solution. Non, Annabeth a dégainé son couteau de bronze. Vous deux, vous partez. Grover, tu dois protéger Percy. Il faut que tu obtiennes ton permis de chercheur et que tu commences ta quête du dieu Pan. Faites sortir sa mère d'ici. Je vous couvrirai. Je compte me battre jusqu'à mon dernier souffle. Pas question, a dit Grover. Je reste. Repensi, piqué, a dit Annabeth. Arrêtez-vous deux. J'avais l'impression qu'on me déchirait le cœur. Tous les deux avaient traversé tellement d'épreuves avec moi. Je me suis souvenu de Grover, attaquant Méduse en race mode dans son jardin de statues. Annabeth, nous sauvons des gros de Cerbère. Nous avions survécu au circuit aquatique des Phaistos, à l'Arche de Saint-Louis, au casino du Lotus. J'avais passé des milliers de kilomètres à craindre d'être trahi par un ami, mais ces amis-là ne feraient jamais une chose pareille. Ils n'avaient fait que me sauver, au contraire. À plusieurs reprises et à présent, ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour ma mère. Je sais quoi faire, ai-je dit. Tenez. Je leur ai tendu une perle à chacun. Mais, Percy, a commencé Annabeth. Je me suis tourné face à ma mère. Je souhaitais désespérément me sacrifier en lui consacrant la dernière perle. Mais je savais ce qu'elle dirait. Elle ne le permettrait pas. Il fallait que je rapporte l'éclair à l'Olympe et que je révèle la vérité à Zeus. Il fallait que j'empêche la guerre. Elle ne me le pardonnerait jamais si je la sauvais au lieu d'accomplir ma mission. Je me
suis souvenu de la prophétie qui m'avait été faite à la colonie des Emmêlés. Il y avait, me semble-t-il, des milliers d'années. Et à la fin, tu ne parviendras pas à sauver ce qui compte le plus. Je suis désolé, ai-je dit à ma mère. Je reviendrai, je trouverai un moyen. Le visage d'Hadès a brusquement perdu son expression suffisante. Graine de Dieu. Je retrouverai votre casque, oncle. Ai-je dit, je le rapporterai. N'oubliez pas l'augmentation de Caron. Ne me provoque pas. Et ce serait sympa de jouer avec Cerbère de temps en temps. Il aime les balles en caoutchouc rouge. Percy Jackson, tu ne vas pas. Allons-y les gars, ai-je crié. Nous avons écrasé nos perles sous nos pieds. Pendant quelques angoissantes secondes, il ne s'est rien passé. Tuez-les, a hurlé Hadès. L'armée des squelettes s'est ruée vers nous, épée dégainée, mitraillette en position automatique. Les furies ont bondi en faisant crépiter leurs fouets et lance-flammes. À l'instant même où les squelettes ouvraient le feu, la perle a explosé à mes pieds dans une gerbe de lumière verte, accompagnée d'une brise marine fraîche. Une sphère d'un blanc laiteux m'a enveloppé avant de décoller doucement du sol. Annabeth et Grover étaient juste derrière moi. Les lances et les balles ricochaient sans même les érafler contre les bulles nacrées qui nous emportaient tout droit dans l'air. Hadès hurlait de rage, si fort que toute la forteresse tremblait, et j'ai deviné que ce ne serait pas une nuit paisible à Los Angeles. Regardez, a crié Grover, nous allons nous écraser. Effectivement, nous foncions vers les stalactites qui allaient certainement crever nos bulles et nous embrocher. Comment on contrôle ces engins, a crié Annabeth. On ne les contrôle pas, et je crie à mon tour. Nous nous sommes mis à hurler quand les bulles se sont jetées contre la voûte, et puis le noir. Étions-nous morts? Non, je sentais toujours le mouvement d'ascension. Nous grimpions à toute vitesse en traversant l'écorce rocheuse, aussi facilement qu'une bulle d'air dans de l'eau. C'était là le pouvoir des perles, ai-je compris. Ce qui appartient à la mer retournera toujours à la mer. Pendant quelques instants, je n'ai rien pu voir derrière les parois lisses de ma sphère, puis ma perle a percé le fond de l'océan. Les deux autres sphères laiteuses, celle d'Annabeth et de Grover, fondaient l'eau aussi vite que la mienne, et soudain, pouf! Nous avons jailli à la surface en pleine baie de Los Angeles, en renversant un surfeur qui s'est crié avec indignation. Mais enfin, les mecs! J'ai attrapé Grover et je l'ai emmené à la nage jusqu'à une bouée. J'en ai fait autant avec Annabeth. Un requin curieux décrivait des cercles autour de nous. Un grand blanc, long d'environ 3,50 m. Dégage-le, je dis. Le requin a tourné les ailerons et a disparu. Le surfeur a poussé des cris où il était question de mauvais tripes et de champignons. Il s'est éloigné en pagayant avec les mains de toutes ses forces. J'ignore comment, mais je savais quel jour nous étions et quel moment de la journée. À l'aube du 21 juin, solstice d'été, au loin, Los Angeles était la proie des flammes et des panaches de fumée montés de différents quartiers de la ville. Il y avait bel et bien eu un tremblement de terre, et c'était la faute d'Hadès. Il s'apprêtait sans doute en ce moment même à envoyer une armée de morts à mes trousses. Mais pour l'heure, les enfers n'étaient pas ma priorité. Je devais gagner le rivage, je devais rapporter l'éclair de Zeus à l'Olympe, et surtout, je devais avoir une sérieuse conversation avec le dieu qui m'avait roulé dans la farine. Voilà, c'est la fin du chapitre 19. Chapitre très intéressant. Vraiment pas mal. C'est parti pour le chapitre 20. On est à 85%. Alors chapitre 20. Je me bats avec mon horrible tonton. Un bateau de la gendarmerie maritime nous a repêchés, mais les gardes-côtes avaient trop à faire pour nous retenir, ou se demander comment 3 gamins en tenue de ville s'étaient retrouvés au milieu de la baie. Ils avaient une
trouver d'autres gens. Nos vêtements étaient trempés, même les miens. Lorsque le bateau de garde-côte était apparu, j'avais prié silencieusement pour qu'il ne me trouve pas parfaitement sec en me sortant de l'eau, ce qui aurait pu les intriguer. Je m'étais mentalement intimé d'être trompé et ça avait marché. Mon habituelle magie waterproof m'avait abandonné. J'étais pieds nus. Aussi parce que j'avais donné mes chaussures à Grover, il valait mieux que les gardes-côtes se demandent pourquoi l'un de nous était sans chaussures, plutôt que pourquoi l'un de nous avait des sabots. Après avoir rejoint la terre ferme, nous sommes descendus sur la plage et nous avons regardé la ville brûler sur fond de superbe lever du soleil. J'avais l'impression de revenir d'outre-tombe, ce qui était le cas. L'éclair de Zeus pesait lourdement dans mon sac à dos. J'avais le cœur encore plus lourd d'avoir revu ma mère. Je n'arrive pas à y croire. A dit Annabeth, nous sommes allés si loin et c'était une ruse. Et je dis, une stratégie digne d'Athéna. Et fais gaffe, tu comprends, non? Annabeth a baissé les yeux et sa colère est retombée tout aussi vite. Ouais, j'ai pigé. Oui, ben pas moi. A râlé Grover. Quelqu'un a-t-il l'amabilité? Percy, a dit Annabeth. Je suis désolé pour ta mère. Je suis vraiment désolé. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Si je commençais à parler de ma mère, je risquais de fondre en larmes comme un petit môme. La prophétie était exacte et je dis, tu iras à l'ouest et tu affronteras le dieu qui s'est retourné. Mais ce n'était pas Hadès. Hadès ne voulait pas de guerre entre les trois grands. Quelqu'un d'autre a commis le vol. Quelqu'un s'est emparé de l'éclair primitif de Zeus et du casque d'invisibilité d'Hadès. Puis m'a fait porter le chapeau parce que je suis le fils de Poséidon. Poséidon sera accusé des deux côtés. Ce soir, au coucher du soleil, il y aura une guerre à trois parties et c'est moi qui l'aurai provoquée. Grover a secoué la tête, décontenancé. Mais qui pourrait être aussi retors? A-t-il demandé. Qui pourrait désirer la guerre aussi âprement? J'ai pilé net en apercevant une silhouette plus loin sur la plage. Ai-je fait? Laisse-moi réfléchir. Il était là, qui nous attendait avec son manteau en cuir et ses lunettes de soleil, une batte de baseball en aluminium appuyée sur l'épaule. Sa moto vombrissait à côté de lui et le phare avant striait le sable d'un trait rouge. Hé petit, s'est écrié Arès, l'air sincèrement content de me voir. Tu étais censé mourir. Vous m'avez manipulé, ai-je dit. C'est vous qui avez volé l'éclair primitif et le casque. Arès a souri. Enfin, je ne les ai pas volés personnellement. Des dieux qui se gipent leur symbole de pouvoir entre eux. C'est strictement verboten. Mais tu n'es pas le seul héros au monde qui puisse rendre des services. Qui avez-vous utilisé? Clarisse. Elle était présente au solstice d'hiver. L'idée a paru l'amuser. Ça n'a pas d'importance. Le problème, petit, c'est que tu entraves l'effort de guerre. Tu comprends? Tu es censé mourir. Aux enfers. Comme ça, le vieux Goémon sera furieux contre Hadès pour t'avoir tué. Le cadavre récupérera l'éclair primitif de Zeus, donc Zeus lui en voudra. Et Hadès cherche toujours ceci. De sa poche, il a sorti une cagoule, comme celle que portent les braqueurs de banque. Il l'a placée entre les poignées de sa moto. Immédiatement, la cagoule s'est transformée en casque de guerre en bronze ouvragé. Le casque d'invisibilité, a murmuré Grover, le souffle coupé. Exact, a dit Arès. Alors, où étais-je? Ah oui. Où en étais-je? Ah oui. Hadès sera furieux contre Zeus et Poséidon, car il ne sait pas qui lui a pris son casque. Très bientôt, nous aurons une belle castagne tripartite. Mais c'est votre famille, a protesté Annabeth. Arès a haussé les épaules. C'est ce qui donne les meilleures guerres, les plus sanglantes. Rien de tel que de regarder sa famille s'entre-déchirer, comme je dis toujours. Vous m'avez donné le sac à dos à Denver,
Et je dis, l'éclair y était depuis le début. Oui et non, a dit Arès. C'est sans doute trop compliqué pour ton petit cerveau de mortel. Mais le sac à dos et le fourreau de l'éclair primitif, juste un peu transformé, l'éclair, lui, est relié, un peu comme cette épée que tu as. Petit, il revient toujours dans ta poche, n'est-ce pas? Je me suis demandé comment Arès savait cela, mais je suppose qu'un dieu de la guerre met au point d'honneur à s'y connaître en armes. De toute façon, a continué Arès, j'avais trafiqué le sortilège pour que l'éclair ne rejoigne son fourreau qu'une fois que tu serais arrivé aux enfers. Tu te rapproches d'Hadès et Bingo, vous avez du courrier. Si tu étais mort en cours de route, pas de perte, j'avais toujours l'arme. Mais pourquoi ne pas avoir gardé l'éclair primitif pour vous-même? Et je demandais pourquoi l'envoyer à Hadès. La mâchoire d'Arès a tressailli. Un bref instant, on aurait presque cru qu'il écoutait notre voix tout au fond de sa tête. Pourquoi n'ai-je pas? Ouais, avec une telle puissance de feu. Il est resté dans cette espèce de transe une seconde, 2 secondes. Annabeth et moi avons échangé des regards inquiets. Puis le visage d'Arès s'est éclairci. Je ne voulais pas m'embêter. C'était plus simple de te faire prendre en flagrant délit, le truc à la main. Vous mentez, et je dis, c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'idée d'envoyer l'éclair aux enfers, n'est-ce pas? Absolument pas, c'est moi. Des volutes de fumée se sont échappées de ses lunettes de soleil, comme si elles allaient s'enflammer. Ce n'est pas vous qui avez ordonné le vol, ai-je deviné. Quelqu'un d'autre a envoyé un héros voler les 2 objets. Magique. Puis quand Zeus vous a envoyé à la recherche du voleur, vous l'avez capturé, mais vous ne l'avez pas livré à Zeus. Quelque chose vous a convaincu de lui laisser sa liberté. Vous avez gardé les objets jusqu'à ce qu'un autre héros puisse venir terminer la livraison. La créature de l'abîme vous donne ses ordres. Je suis le dieu de la guerre. Je n'obéis aux ordres de personne. Je ne fais pas de rêve. J'ai hésité. Qui parle de rêve? Je rétorquai. Arès apparut perturbé, mais il essayait de le cacher en ricanant. Revenons à nos moutons. Petit, tu es vivant. Je ne peux pas te laisser rapporter cet éclair à l'Olympe. Tu serais fichu de convaincre ces vieilles idiots. Je suis donc obligé de te tuer. Ne le prends pas personnellement. Il a claqué des doigts. Le sable a explosé à ses pieds et un sanglier sauvage a surgi du sol. Encore plus grand et plus laid que celui dont la tête était accrochée au-dessus de la porte du bungalow 7. À la colonie des sans-mêlés. La bête a gratté le sol en me toisant de ses petits yeux vifs et porcins, a baissé ses défenses, a serré et a attendu l'ordre d'attaquer. Je me suis avancé dans l'eau. Affrontez-moi en personne, Arès. Il a ri, mais j'ai décelé une pointe de nervosité dans son rire, un petit malaise. Tu n'as qu'un seul talent, petit, c'est celui de la fuite. Tu as pris la fuite devant mon chimère. Tu t'es enfui des enfers. Tu n'as pas d'estomac. Vous avez peur. Tu rêves, petit. Il n'empêche que ses lunettes commençaient à fondre sous la chaleur de ses yeux. Pas d'implication directe. Désolé, petit, tu n'es pas à mon niveau. Sauf toi, Percy, a crié Annabeth. Le sanglier géant fonçait vers moi. Mais j'en avais fini de fuir devant les monstres, ou devant Hadès, ou Arès, ou qui que ce soit. Quand le sanglier a chargé, j'ai décapuchonné mon stylo-bille, et Turbulence est apparue entre mes mains. J'ai donné un coup de lame vers le haut. La défense droite de la bête tranchée net et tombée à mes pieds, tandis que l'animal désorienté se ruait dans la mer. Vague et je hurlai. Immédiatement, une vague surgit de nulle part, s'est dressée et s'est abattue sur le sanglier, qu'elle a enveloppé comme une couverture. La bête a poussé un seul glapissement de terreur, puis elle a disparu, avalée par les flots. Je me suis retourné vers Arès. Alors, allez-vous m'affronter maintenant? Lui ai-je demandé, ou vous cachez derrière un autre petit cochon? Le visage d'Arès s'est empourpré de rage. Fais gaffe, petit, je pourrais te changer en cafard, je sais, ou en ténia. Ouais, c'est ça. Ça épargnerait à sa majesté divine, de prendre une pâtée, hein. Des flammes ont parcouru la monture de ses lunettes. Bon sang,
Tu cherches vraiment à te faire écrabouiller, mon gars. Si je perds, changez-moi en ce que vous voudrez et prenez l'éclair. Si je gagne, le casque et l'éclair me reviendront et vous partirez. Arès a ricané. Il a balancé la batte de baseball appuyée sur son épaule. Comment veux-tu te faire dégommer? À la mode classique ou moderne? Je lui montrai mon épée. Parfait. Futur cadavre. À la mode classique. Donc, la batte de baseball s'est transformée en une énorme épée à 2 mains. La poignée était un gros crâne d'argent avec un rubis dans la bouche. Percy, m'a dit Annabeth, ne fais pas ça, c'est un dieu. C'est un lâche, ai-je dit. Elle a ravalé sa salive. Prends ça au moins, pour te porter chance. Elle a retiré son collier, avec les perles des 5 années passées à la colonie et la bague de son père, et me l'a attaché autour du cou. En signe de réconciliation, a-t-elle dit, Athéna et Poséidon, main dans la main. Le sang m'est monté au visage. Je suis arrivé à sourire. Merci. Prends ça aussi, m'a dit Grover. Il m'a tendu une canette en fer blanc, aplatie, qu'il gardait sans doute depuis 2000 km dans sa poche. Les satires te soutiennent. Grover, je ne sais pas quoi dire. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. J'ai glissé la canette en fer blanc dans ma poche arrière. Vous avez fini vos petits adieux. Arès s'est avancé vers moi, son manteau de cuir traînant derrière lui, son épée luisant comme du feu à la lumière du soleil levant. Je me bats de toute éternité. Petit, ma force est illimitée. Je ne peux pas mourir. Qu'as-tu comme avantage? Un écho plus petit et je faillis répondre, mais je me suis abstenu. J'ai gardé les pieds dans l'eau et j'ai reculé dans les vagues jusqu'aux chevilles. Je me suis souvenu de ce qu'avait dit Annabeth au restaurant de Denver il y a si longtemps. Arès a de la force, c'est tout ce qu'il a. Même la force doit parfois s'incliner devant la sagesse. Il a abattu son épée du haut, tomba sur ma tête. Mais je n'étais plus là. Mon corps pensait pour moi. L'eau m'a poussé en l'air. Je me suis catapulté au-dessus d'Arès pour le frapper dans mon mouvement de descente. Mais Arès était tout aussi rapide. Il s'est contorsionné et le coup d'épée, qui aurait dû le toucher à la colonne vertébrale, a été dévié par le bord de sa poignée. Il a souri. Pas mal, a-t-il fait, pas mal. Il a frappé de nouveau, et cette fois, j'ai été obligé de sauter sur le sable. J'ai essayé de faire un pas de côté, de revenir dans l'eau, mais Arès avait l'air de comprendre ce que je voulais. Il contrecarrait mes manœuvres, et je devais appliquer toute ma force de concentration à ne pas me faire tailler en pièces. Je ne cessais de m'éloigner de l'eau. Je n'arrivais pas à trouver d'ouverture pour attaquer. L'épée d'Arès avait une portée bien plus grande qu'Anaclumos. Rapproche-toi, m'avait dit Luc, un jour pendant nos cours d'épée, quand tu as la lame la plus courte, rapproche-toi. J'ai fait un pas en avant en allongeant une botte. Mais Arès m'avait vu venir, il a fauché mon arme de mes mains et m'a donné un coup de pied en pleine poitrine. J'ai fait un vol de 6 ou peut-être même 10 mètres. Je me serais brisé le dos si je n'étais pas tombé dans le sable meuble de la dune. Percy, a crié Annabeth, la police. Je voyais double, j'avais mal à la poitrine, comme si j'avais reçu un coup de bélier. Mais je suis arrivé à me relever. Je ne pouvais pas me détacher les yeux d'Arès, de peur qu'il ne me coupe en deux, mais du coin de l'œil, j'ai aperçu des gyrophares qui clignotaient sur le boulevard, bordant la plage. Des portières de voitures claquaient. Là, monsieur l'agent, a crié quelqu'un. Vous voyez, on dirait ce môme qu'ils ont montré à la télé, a fait une voix de policier bourru. Qu'est-ce que... Ce type est armé, a dit notre policier. Appelle des renforts. J'ai pivoté sur moi-même, et la lame d'Arès s'est plantée dans le sable. J'ai couru vers mon épée, je l'ai ramassée, et j'ai porté une botte au visage d'Arès, qu'il apparaît une fois de plus. Arès semblait savoir exactement ce que j'allais faire un instant avant que je le fasse. J'ai reculé vers la mer, en le forçant à me suivre. Reconnais le petit, a dit Arès, tu n'as aucune chance. Je joue avec toi. Mes sens faisaient des heures supplémentaires.
Je comprenais maintenant ce qu'Annabeth avait voulu dire en m'expliquant que le syndrome ADA vous maintenait en vie dans les combats. J'étais complètement éveillé. Je remarquais tous les détails. Je percevais chaque crispation chez Arès. Devinais où il allait porter ses coups. En même temps, je sentais la présence d'Annabeth et de Grofeur à 10 mètres sur ma gauche. Une deuxième voiture de police s'est rangée au bord de la plage dans un hurlement de sirène. Des ballots, des gens qui erraient dans les rues à cause du tremblement de terre, ont commencé à s'amasser dans la foule. J'ai cru distinguer quelques hommes qui marchaient avec l'étrange démarche sautillante des satyres en camouflage. Il y avait des esprits aux contours flous et scintillants, aussi comme si les morts étaient montés de chez Hadès pour regarder le combat. J'ai entendu des battements d'ailes parcheminer quelque part au-dessus de nos têtes. De nouvelles sirènes se sont jointes au tumulte. Je me suis avancé plus profondément dans l'eau. Mais Arès était rapide. La pointe de son épée a déchiré ma manche et raflé mon avant-bras. La voix d'un policier a retenti, amplifiée par un mégaphone. Lâchez vos flingues, posez-les par terre tout de suite. Vos flingues. J'ai regardé l'arme d'Arès et vu avec étonnement qu'elle changeait d'aspect en clignotant d'une seconde à l'autre. Tantôt mitraillette, tantôt épée à deux mains. J'ignorais ce que les humains voyaient entre mes mains, mais j'aurais parié que ça ne plaidait pas en ma faveur. Arès s'est tourné pour fusiller nos spectateurs du regard, ce qui m'a donné un bref instant de répit. Il y avait 5 voitures de police à présent, et une rangée de policiers tapis derrière, qui braquaient leurs pistolets sur nous. C'est une affaire privée, a rugi Arès. Fichez le camp. Là-dessus, il a fait un grand geste du bras, et un mur de flammes a balayé les voitures de police. Les hommes ont eu tout juste le temps de se mettre à couvert avant que leur voiture explose. La foule, attroupée derrière eux, s'est dispersée dans un concert de cris. Arès a ri à gorge déployée. À ton tour, petit héros, on va te rajouter un barbecue. Il a asséné son épée. J'ai paré le coup. Je me suis avancé suffisamment près pour le frapper. J'ai tenté de le freiner, de le feinter, mais il a repoussé ma botte d'une chiquenaude. Les vagues éclataient dans mon dos. À présent, Arès s'avançant dans l'océan pour me talonner, avait de l'eau jusqu'aux cuisses. Je sentais le rythme de la mer des vagues qui s'amplifiait avec la marée montante, et soudain, j'ai une idée. Vaguelette, ai-je pensé, et dans mon dos, les flots ont semblé retomber. Je retenais la marée par la seule force de ma volonté, mais la tension s'accumulait comme des bulles de champagne sous le bouchon. Arès s'est avancé, un sourire surtenu aux lèvres. J'ai abaissé Anucleus Mos, comme si je n'avais plus la force de continuer à me battre. Attends, ai-je dit à l'océan. La pression me soulevait presque du sol marin. Maintenant, Arès a brandi son épée. J'ai libéré la marée et j'ai sauté, propulsé par une vague au-dessus de la tête d'Arès. Le mur d'eau de 2 mètres de haut a heurté Arès en pleine figure. Furieux, il s'est mis à crachoter et à jurer, la bouche pleine d'algues. Je suis retombé derrière lui, dans une gerbe d'eau, et je lui ai fait une fente à la tête. Comme tout à l'heure, il s'est retourné à temps pour brandir mon épée, mais cette fois-ci, il était désorienté et n'a pas su anticiper ma ruse. J'ai changé de direction, piqué sur le côté et enfoncé turbulence droit dans l'eau, plantant la pointe dans le talon du dieu. Le rugissement qui l'a poussé a renvoyé le tremblement de terre d'Hadès dans la catégorie des incidents mineurs. L'océan lui-même a reculé, laissant un cercle de sable mouillé de 20 mètres de diamètre autour d'Arès. L'Icor, le sang doré des dieux, a coulé d'une entaille dans la botte du dieu de la guerre. L'expression de son visage dépassait la haine. J'y ai lu de la douleur, de l'indignation et le refus total de croire qu'il avait été blessé. Il s'est avancé vers moi en bougonnant des malédictions grecques anciens. Quelque chose l'arrêtait. Brusquement, ce fut comme si un nuage cachait le ciel, mais en bien pire. La lumière s'est voilée, le son et la couleur ont disparu. Une
présence lourde et froide est passée sur la plage en ralentissant le temps et en glaçant l'atmosphère. J'ai eu le sentiment soudain que la vie était sans espoir et tout combat inutile. Puis l'obscurité s'est dissipée. Arès avait l'air sonné, les voitures de police brûlaient derrière nous. La foule des ballots avait fui sur la plage. Annabeth et Grover, en état de choc, regardaient l'eau refluer autour des pieds d'Arès et son ichor doré se répandre en scintillant dans les flots. Arès a baissé son épée. Tu t'es fait un ennemi, graine de Dieu, m'a-t-il dit. Tu as scellé ton destin. Chaque fois que tu lèveras ton épée au combat, chaque fois que tu espéreras triompher, tu sentiras ma malédiction. Prends garde, Percy Jackson. Prends garde à toi. Son corps s'est mis à dégager une vive lueur. Percy, a crié Annabeth, ne regarde pas. J'ai fait volte-face avant que le dieu Arès ne révèle sa véritable forme immortelle. Je savais que si je regardais, je serais réduit en cendres. La lumière s'est éteinte. J'y tournai la tête. Arès avait disparu. La mer s'est retirée, découvrant le casque d'invisibilité en bronze d'Hadès sur la grève. Je l'ai ramassé et je suis allé rejoindre mes amis. Mais avant d'y aller, j'ai entendu un bruissement d'ailes parcheminées. 3 vilaines grand-mères, coiffées de chapeaux de dentelle et armées de fouets lance-flammes, sont descendues du ciel et se sont posées devant moi. La furie du milieu, l'ex-Madame Dot s'est avancée. Elle montrait les crocs, mais pour une fois, elle n'avait pas l'air menaçante. Son expression dénotait plutôt de la déception, comme si elle avait eu l'intention de me manger pour son dîner, mais qu'elle s'était ravisée par crainte d'indigestion. Nous avons tout vu, a-t-elle lâché entre ses dents. Alors, ce n'était vraiment pas toi. Je lui ai lancé le casque, qu'elle a attrapé avec surprise. Rapportez cela au seigneur Hadès, ai-je dit. Dites-lui la vérité, dites-lui d'annuler la guerre. Laïcité, puis passer sa langue fourchue sur ses lèvres vertes et parcheminées. Vis bien, Percy Jackson, deviens un véritable héros, parce que sinon, si jamais tu retombes entre mes griffes, elle a ricané avec délectation à cette pensée, puis ses sœurs et elle ont agité leurs ailes de chauve-souris. Elles ont volté dans le ciel noir de fumée et elles ont disparu. J'ai rejoint Grover et Annabeth qui me regardaient avec stupéfaction. Percy, a dit Grover, c'est vraiment trop. Terrifiant, s'écrie Annabeth. Cool, a corrigé Grover. Je n'étais pas terrifié. Quant au côté cool de la situation, franchement, il m'échappait. J'étais fatigué, endolori et vidé de toute mon énergie. Dites les gars, avez-vous senti cette chose? Ai-je demandé. Ils ont tous les deux hoché la tête, l'air craintif. Ça devait être les furies qui planaient au-dessus de nous, a dit Grover. Mais je n'étais pas convaincu. Quelque chose avait empêché Arès de me tuer. Et pour pouvoir faire cela, il fallait être autrement plus puissant que les furies. J'ai croisé le regard d'Annabeth et nous nous sommes compris tacitement. Je savais maintenant ce qu'il y avait dans cette fosse, ceux qui avaient murmuré des paroles à l'entrée du Tartare. J'ai repris mon sac à dos à Grover et je regardais à l'intérieur. L'éclair primitif était encore là. Dire qu'un si petit objet pouvait déclencher la 3e guerre mondiale. Il faut que nous rentrions à New York, ai-je dit. D'ici ce soir. C'est impossible, a répondu Annabeth, à moins de prendre l'avion, ai-je acquiescé. Elle m'a regardé. Prendre l'avion, ce qu'on t'a formellement interdit de faire de peur que Zeus ne te raille du ciel, et qui plus est, en portant une arme qui a un pouvoir de destruction supérieur à celui d'une bombe nucléaire. Ouais, ai-je dit, c'est un assez bon résumé de la situation. Venez. Et voilà, c'est la fin du chapitre 20. C'était incroyable. Franchement, les 2 chapitres là étaient vraiment incroyables. J'ai adoré. Vraiment, on est à 90%.
99 à 89% du livre. Il nous reste 2 chapitres, donc plus qu'une vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a autant plu que moi. Et je vous dis à la prochaine vidéo et salut!